Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va examiner un autre cas horrible. La richesse amplifie les défauts, donnant un sentiment d'impunité. Le manque d'argent n'est pas agréable, mais il faut se rappeler que l'argent et les biens ne font pas le bonheur, surtout s'ils sont mal acquis ou au détriment de la vie d'autrui. L'affaire Britz en 2020 a choqué l'Afrique du Sud et le monde entier. L'enquête s'annonçait complexe. Un innocent étant d'abord suspecté. C'est une confession inattendue qui a révélé le vrai coupable, celui qui avait le moins de rancœur envers la victime. Revenons au début de cette affaire complexe, où l'argent a semé la discorde dans une famille jugée unie et nombreuse. Les Britz, immigrants européens, se sont installés dans les années 70 à Pofadder, petite ville du nord du Cap en Afrique du Sud. Malgré sa taille modeste, Pofadder est un centre économique et touristique important dans la région du Bushmanland. Les paysages alentours, d'une beauté saisissante, attirent biologistes et chercheurs par leur flore et faune variée. En 1976, les Britz ont eu leur premier fils, Toki, puis en 1979, leur deuxième, Léon. Même pour la région, la famille était considérée comme plutôt aisée. Le patriarche possédait le seul grand hôtel de la région, devenu un complexe hôtelier et de restauration. Les frères, brillants à l'école et sportifs, reçurent une éducation prestigieuse grâce à leurs parents. Après ses études, Toki quitta sa ville, tandis que Léon, qui aidait ses parents et apprenait l'hôtellerie depuis l'adolescence, décida de rester pour reprendre la gestion de l'entreprise. Intelligent, minutieux, doté d'un esprit d'entreprise, il gérait efficacement les affaires. Le complexe Britz accueillait souvent des événements et célébrations. Lors d'une de ces soirées, Léon remarqua une jeune beauté parmi les invités. Une brune élancée aux yeux verts et au sourire captivant attira immédiatement son attention. Le jeune homme l'a abordée pour se présenter, mais il a découvert qu'elle n'avait que 14 ans et était écolière, bien qu'elle paraisse plus âgée. Ce fait a profondément troublé Léon, déjà âgé de 25 ans, mais il l'a quand même invité à danser. Ensuite, ils ont bavardé 1 heure sur la terrasse. L'écolière s'appelait Sureta. Dès cette première rencontre, Britz ne cessait de penser à elle, rêvant de leur prochaine entrevue. Mais qui était cette jeune inconnue si fascinante? Sureta Kerr, née le 6 septembre 1990, était la benjamine d'une famille de 3 enfants d'immigrants d'Europe de l'Est. Sa famille vivait dans la pauvreté, ses parents au bord du divorce depuis des années, aggravant une situation déjà difficile. À 9 ans, la benjamine voit son père mourir d'une morsure de serpent, laissant leur mère seule avec 3 enfants, peinant à joindre les 2 bouts. Les enfants Kerr, forcés de travailler pour survivre, vivent une enfance difficile, marquée par les épreuves et le manque. Soudain, un riche prétendant entre dans sa vie, prêt à lui offrir le monde. Trop jeune, elle ne sait comment réagir aux avances d'un homme de 11 ans son aîné. Léon semblait sincèrement amoureux. Il cherchait tout prétexte pour la voir, la prenait après l'école, l'emmenait au restaurant, offrait des cadeaux chers, des vêtements à la mode et tentait de lui plaire par tous les moyens. La mère, malgré le jeune âge de sa fille, approuvait cette relation. Léon lui semblait fiable, respectable et gentil, et nul ne doutait de sa sincérité. Mais les parents du jeune homme s'inquiétaient de cette romance, car elle pouvait être considérée comme un délit. Le jeune homme insistait qu'il attendrait ses 18 ans pour l'épouser officiellement. 1 an après le début de leur relation, Sureta, 15 ans, se découvrit enceinte. Hésitante à en parler, elle savait que la nouvelle déplairait à sa mère et son amant. Elle porta des vêtements amples pour cacher sa silhouette et devint renfermée. Ne pouvant plus garder le secret, elle décida de tout avouer à son partenaire. La nouvelle de cette grossesse fut un choc pour Léon. Il comprit que cela pouvait ternir sa réputation et causer des problèmes légaux. Leur intimité, initiée par lui, pouvait l'accuser de séduire une adolescente. Il paya une visite en clinique privée, où on confirma des jumeaux. Léon trouva un médecin qui accepta d'interrompre la grossesse anonymement. Sureta était anéanti. Son compagnon, qui avait juré de l'aimer, l'a forcé à avorter leurs enfants. Léon, plus âgé, a su la presser et la convaincre que c'était nécessaire. Il a promis qu'ils auraient des enfants plus tard, une fois mariés. Mais pour l'instant, ça gâcherait leur vie et leur projet d'avenir heureux. La jeune femme n'a eu d'autre choix que d'obéir à son petit ami. Elle a souffert après, mais la douleur physique s'effaçait devant sa culpabilité et sa dépression. Sureta restait dans sa chambre, pleurait sans cesse, ne sachant comment vivre avec ça. Sa mère, peu intéressée, pensait qu'elle était juste fâchée contre son copain. Mais tout passerait une fois qu'ils se seraient réconciliés. Quelques jours après, Léon est venu chez sa bien-aimée pour la distraire en ville, se promener au parc et faire du shopping. Il pensait que ça l'aiderait à se remettre plus vite et à retrouver le moral. Elle a vite repris sa vie normale,
mais gardait du ressentiment et de la méfiance envers son partenaire. 3 ans plus tard, en terminale, la jeune femme a découvert qu'elle était de nouveau enceinte. Presque majeure, cette grossesse inattendue ne devait pas poser de problème particulier. Mais Léon a mal réagi, insistant pour qu'elle avorte, disant qu'ils étaient trop jeunes pour fonder une famille. Cette fois, Sureta a refusé net, décidant de garder l'enfant, même si elle devait l'élever seule. Après réflexion, Léon a fini par faire sa demande, lui offrant une superbe bague en diamant. Leurs sentiments s'étaient émoussés, mais cette promesse et la grossesse de Sureta ne lui laissaient pas le choix. À la fin du lycée, les changements de sa silhouette étaient déjà évidents. À l'automne, dès ses 18 ans, le couple a célébré un mariage somptueux. Les mariés semblaient heureux, mais chacun doutait du bien fondé de leur décision. Peu après, ils ont eu leur premier fils. Et 2 ans plus tard, des jumeaux. La famille vivait dans l'opulence, comblée, et paraissait heureuse et prospère aux yeux de tous. L'affaire fondée par les parents de Léon était très rentable. L'homme a lancé ses propres commerces et l'entreprise familiale prospérait. Mais dès 2015, la famille a commencé à connaître des difficultés. En 2014, le père de Léon est mort d'un problème cardiaque chronique. Sa mère, choquée, a développé une démence rapide. Ses fils l'ont placé en clinique. Toki est revenu aider son frère. Ensemble, ils ont repris un hôtel. Léon a aussi impliqué sa femme dans l'entreprise, son rêve depuis longtemps. Ils ont décidé d'ouvrir un magasin d'équipements miniers à son nom. Elle s'est plongée dans le travail tout en élevant leurs 3 jeunes fils. Entre 2 villes, Britz, l'aîné, a débuté l'école primaire à Pofeder. Avec les jumeaux grandissants, le choix d'une école adaptée devint crucial. Trouver une bonne éducation en Afrique du Sud n'était pas chose aisée. Le couple a déniché une bonne école dans la ville voisine de Kakamas. L'école était à 120 km, mais sans besoin de trajet quotidien. Ils ont loué une grande maison à Kakamas où Sureta s'est installé. Léon est resté à Pofeder, ne pouvant gérer l'entreprise à distance. Sureta a dû abandonner la gestion du magasin. Malgré son succès, la femme s'est consacrée à élever les fils, ne voyant mari et père que les week-ends et jours fériés. Léon lui-même venait rarement à Kakamas à cause de son agenda chargé. Au début, tout semblait aller bien, mais avec le temps, le couple s'est éloigné et leurs sentiments ont refroidi. En 2018, Sureta a eu des soucis de santé, d'abord pris à la légère. Un examen a révélé que la jeune femme souffrait d'un cancer et de problèmes cardiovasculaires. Elle a vite subi une opération pour retirer la tumeur et a commencé un traitement. Heureusement, les soins rapides ont sauvé la vie de cette mère de 3 enfants. Désormais, elle devait suivre une thérapie coûteuse dans une clinique à Johannesburg. Léon ne lésinerait jamais sur la santé de la mère de son fils. De plus, Sureta a engagé une nounou et une femme de ménage, essentielles pour l'aider à la maison et s'occuper des enfants pendant ses traitements. À ce stade, les époux s'étaient tellement éloignés que chacun menait sa propre vie. La jeune femme a entamé une liaison à Johannesburg, logeant chez son amant lors de ses thérapies préventives. Léon, apparemment, fréquentait aussi d'autres femmes, comme le suggéraient des photos et messages compromettants sur son téléphone. En réalité, seuls leurs 3 enfants liaient encore le couple. Les problèmes familiaux n'affectaient pas l'entreprise, qui continuait de prospérer. L'hôtel, les magasins et restaurants généraient d'importants profits, en partie investis dans l'immobilier des grandes villes. Sans aucun doute, leur famille était la plus riche de Pofeder et parmi les plus aisées de la province du Cap-Nord. Évidemment, les Brits avaient là beaucoup d'envieux, dont le nombre augmentait avec la rentabilité de leur entreprise. Léon, ses parents et son frère recevèrent souvent des menaces et diverses exigences. Léon confiait à sa femme qu'il se sentait en danger et craignait qu'on ne lui prenne l'œuvre de sa vie. Dans les bureaux de Léon et chez lui, il y avait des coffres cachant argent, titres, diamants, bijoux et lingots d'or. Sureta ne connaissait que certaines cachettes, surtout celles de leur maison à Pofeder. Au début, les menaces inquiétaient, mais avec le temps, Léon a fini par les ignorer complètement. Il pensait que c'était juste des tentatives d'intimidation, car les malveillants n'avaient jamais agi sur leurs menaces. Pourtant, une tragédie survint bientôt, mettant fin à la vie de Léon. Le 7 octobre 2020, la femme de Léon l'appela pour vérifier leur chien, qui selon un voisin s'était échappé. Léon promit de rappeler dès son arrivée pour confirmer que tout allait bien, mais l'appel ne vint jamais. Inquiète, Sureta appela plusieurs fois le numéro de son mari, mais personne ne répondit. Laissant les enfants avec la nounou, elle se rendit en voiture à Pofeder. La porte d'entrée était déverrouillée, mais la maison semblait vide. À l'intérieur, un silence suspect régnait, et personne ne répondait à ses appels. Elle alla dans le jardin, où elle trouva le corps de son mari flottant face contre terre dans la piscine.
Il avait des blessures au dos. L'eau était teintée de rose sang et il était clairement décédé. Paniqué, Sureta a appelé la police, les urgences, puis Toki pour l'informer de l'incident. À leur arrivée, les forces de l'ordre ont vite bouclé la maison comme scène de crime. Il était clair que la mort de l'homme d'affaires était violente. Le corps montrait des coups de couteau et signes de lutte. Un coffre avait été vidé. On pensait d'abord à des cambrioleurs surpris par le propriétaire qui l'aurait tué. Mais d'autres objets précieux restaient intacts, suggérant une cible spécifique. Ce meurtre a vite fait du bruit, alimentant rumeurs et spéculations dans les médias. Beaucoup connaissaient les menaces contre les Brites et croyaient que des rivaux avaient agi. Pourtant, Toki, qui gérait l'entreprise familiale avec son frère, devint le suspect principal. D'abord, il avait vu Léon juste avant le drame, étant le dernier à l'avoir vu vivant. Ensuite, leur mère mourante avait laissé son testament chez le cadet, selon les rumeurs. On pensait que l'aîné contestait l'héritage de Léon et voulait modifier le testament. Cela expliquait pourquoi les autres objets dans la maison n'avaient pas été touchés. On soupçonnait aussi qu'il n'avait pas agi seul et que le meurtre n'était pas prévu. Toki a nié toute implication et a déclaré qu'il ne ferait jamais de mal à son frère, surtout qu'il n'avait jamais eu de conflit financier. Il a cherché le soutien de Sureta, qui a affirmé croire en lui et l'aider à trouver le meilleur avocat pour prouver son innocence. Pendant près de 2 mois, l'enquête piétinait sans nouvelles preuves, pistes ou témoins. Un jour, Jacques Van Vuren, 35 ans, est entré au commissariat, proposant de plaider coupable et de révéler ses complices contre une peine réduite. Il s'est avéré que Jacques avait fréquenté la même école que Sureta. Ils étaient amis et il avait même des sentiments pour elle. Mais elle ne les partageait pas et a vite commencé une relation avec Léon. Les anciens amis ne s'étaient pas vus depuis des années, mais se sont rencontrés par hasard dans un centre commercial et ont discuté. À l'époque, Jacques traversait une période difficile. Divorcé, sans emploi, alcoolique et en manque d'argent. Sureta, voyant ses sentiments, lui confia son mariage malheureux. Elle dit que son mari abusif la menaçait de tout lui prendre. Ce sujet touchait Van Vuren, privé de ses enfants après son divorce. Ils échangèrent leurs numéros. Sureta l'appela, en pleurs. Elle dit que la seule solution était d'éliminer le tyran. Sureta fut très convaincante, et Jacques la crut. Elle promit 500 000 rands, dont il avait désespérément besoin. Jacques a accepté d'aider Sureta, mais ne voulant pas se salir les mains, il a décidé d'engager d'autres personnes. Le plan a été conçu début 2020, mais l'épidémie mondiale a forcé son report. Durant cette période, l'entreprise familiale des Brites a subi d'énormes pertes. Un magasin et des restos ont fermé, et Léon voulait vendre l'hôtel, contre l'avis de sa femme. Fin septembre, les comploteurs ont repris le plan initial, mais Jacques exigeait la moitié du paiement d'avance. Vu ses soucis financiers, Sureta n'a pu retirer que 100 000 rands et a donné sa bague de fiançailles. Avec cet argent, Jacques a engagé Henrik Williams, un ami drogué prêt à tuer pour de l'argent. Williams, craignant d'agir seul, a impliqué son ami Amantla Barecki, 25 ans, pour partager les frais. Sureta a donné accès aux criminels, les a informés du coffre et leur a permis de prendre ce qu'ils voulaient pour rendre le vol crédible. La seule condition, ne pas blesser les chiens. Elle les a donc sortis à l'avance. Les voisins l'ont vu et appelé, signalant la présence de Williams et Barecki. Elle a alors attiré son mari dans un piège mortel. L'homme, sans méfiance, est entré et a été frappé à la tête avec une batte par un criminel caché. Un autre l'a poignardé, ne lui laissant aucune chance. Léon a été poignardé 8 fois et frappé une douzaine de fois à la batte avant d'être jeté sans vie dans la piscine. En ouvrant le coffre, les criminels n'ont trouvé que des titres, des diamants et des lingots d'or. Pas d'argent liquide. Ils ont remis le butin à Jacques, qui a tout donné à Sureta. Les criminels n'ont rien pris d'autre, craignant de laisser trop de traces. Ils ne comptaient que sur la grosse somme promise par le client. Jacques ne devait pas se montrer sur la scène du crime. Sureta craignait d'être filmé et reconnu, car Toki l'avait vu et savait qu'il était l'ami d'école de la femme de son frère. Il devait juste transmettre l'acompte et les instructions aux complices. Anxieux, Jacques s'est passé plusieurs fois devant la maison pour vérifier que tout était en place et que la victime était arrivée. Sa voiture filmée intéressait la police, malgré la plaque illisible. Trouver le propriétaire n'était qu'une question de temps. De plus, le coffre était vide et tous les comptes familiaux étaient gelés pendant l'enquête. Sureta ne pouvait pas payer les criminels, car vendre des diamants ou titres l'aurait exposé. Elle demanda d'attendre, mais Williams et Barecki refusèrent et menacèrent Jacques. Désespéré, sans argent, rongé par la culpabilité, Jacques était menacé par ses complices. Il réalisa qu'il finirait soit en prison, soit comme Léon. Jacques partagea ses craintes avec sa sœur, qui en parla à leur mère, et ensemble, elles le convainquirent de se rendre volontairement à la police et de révéler les autres participants au complot pour obtenir une peine plus clémente. Jacques, dans sa confession à la police,
croyait avoir fait un acte noble, voyant Léon comme un homme maltraitant sa femme, violent et menaçant de lui prendre les enfants. Cependant, c'est Sureta qui a d'abord dirigé la police vers Toki comme suspect principal, citant un testament et des conflits de propriété entre les frères. Les autorités ont décidé de détenir et d'interroger la femme pour découvrir ses vraies motivations. Il s'est avéré que le couple n'était plus amoureux depuis longtemps, chacun menant une vie séparée. Sureta avait un amant à Johannesburg qu'elle voulait rejoindre définitivement. Mais quand elle a exprimé son désir de divorcer, Léon a catégoriquement refusé. Il a aussi menacé de la laisser sans rien et de prendre les enfants si elle décidait de partir. Difficile de dire ce qui motivait Léon, mais il avait probablement encore des sentiments pour sa belle femme et espérait sauver leur relation. Sureta, elle, a décidé qu'elle hériterait de son argent et de son entreprise à sa mort pour vivre confortablement avec son amant. Elle a aussi vu l'occasion de se débarrasser de Toki en l'accusant, devenant ainsi l'unique propriétaire de l'hôtel, des magasins et des restaurants après la mort de sa belle-mère. Son plan aurait pu réussir s'il y avait eu de l'argent dans le coffre et si elle avait pu payer les criminels engagés. Le procès du quatuor criminel s'est déroulé au printemps 2021. Le rôle de chaque participant dans cette affaire médiatisée a été examiné. Jacques Van Vuren, ayant conclu un accord avec le procureur, a tout révélé et dénoncé ses complices. Il a écopé de 20 ans de prison, avec libération conditionnelle possible après 5 ans. Les exécutants, Enrique Williams et Amantal Bareki, ont été reconnus coupables de meurtre prémédité avec cruauté et de vol. Ils ont été condamnés à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. La veuve, qui a orchestré le meurtre de son mari, a convaincu le tribunal qu'elle était victime depuis le début de leur relation. Elle a témoigné que Léon l'avait forcée à des relations intimes alors qu'elle n'avait que 14 ans. 1 an plus tard, enceinte, Britz l'a forcée à avorter tardivement pour fuir ses responsabilités. Récemment, sans amour, il refusait le divorce et menaçait de prendre les enfants. Malgré tout, Sureta Britz a écopé de 25 ans de prison, avec libération conditionnelle possible dès le début. Le tribunal a considéré ses remords, ses aveux sincères et son statut de mère de 3 enfants mineurs. Pourtant, 3 ans après le verdict, elle reste incarcérée. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à ma chaîne. D'autres histoires choquantes vous attendent.